السلامة، مرحبا بكم. اليوم نخصص هذا الكتاب الاخراني نتاع صغار المدة باش تقدم باش تكون موديراتريس مدام سميحة حفيفة، باش تقدم الكتاب سي بكار غريب. حبيت نقول كلمة عن خالد. هي كما تعرفوا تأسست عام 1895 وكانت مدرسة الغاية من إنشائها كانت جمعية مدرسة تنسيق، والغاية من تأسيسها هي إكمال يعني خلق تعليم تكميلي للتعليم في جامعة الزيتونة. كانت هناك تدرس اللغة الفرنسية والعلوم الصحيحة والماثيماتيك، وهذا الكل يلبي يعني رغبة وذوق إلى الحداثة عند التوانسة. هذيك علاش هذه الدراما هنا برشا رواد من التلاميذ في تونس، وهي خلدونية رمز للرغبة في الحداثة موجودة في تونس. وهذاك علاش حبيت نعلمكم الليلة قبل ما نعطي كلمة للجماعة اللي أنا نشكرهم اللي قبلوا باش يجيو باش نخصصوا سهرية للكتاب وفي الخلدونية. حبيت نعلمكم اللي احنا توا بدينا نخدموا على مكتبة افتراضية، مكتبة رقمية وطنية مازلنا نحطوا فيها معناها الموارد الكتب اللي هي يعني أكبر نسبة من الكتب اللي ما فيهاش بالطبع اللي بالطبع باش تكون أكسسبل الموارد هذه لكل مواطن تونسي في أي مكان وكل القارئ في العالم اللي يبحث على الشبكة. واخترنا باش نسميوها الخلدونية الرقمية، وحجزنا عنوان الإيميل حديثي نعلمكم بهذايا خاطر هذه الحلمة عندنا مشروع وإن شاء الله نحقق. شكرا سيدة رجاء الاستماع. صحيح شدتكم اسمي سميحة حفيفة، أستاذ محاضر في تاريخ الثورات والتنمية الترابية. سئلت كثيرا وقت ما رجاء طلبت مني إدارة حوار في هذا القضاء الشيق. Je suis membre du collège scientifique de la Bibliothèque nationale de Tunis et à ce titre, lorsque le CNM m'a demandé de modérer cette séance, ça ne pouvait que me faire plaisir et j'ai accepté tout de suite. D'abord pour présenter le livre d'un homme que j'ai croisé lors d'un voyage en 2012 et on en discutait au retour de la semaine économique méditerranéenne en 2012, et on a discuté de l'inclusion de la population forestière tunisienne, 1 million de Tunisiens qui vivent sur un territoire régi par un code forestier qui les exclut des ressources du territoire. Et j'étais ravie aussi de partager ces moments avec Bakar Grib, un collègue et ami que j'ai rencontré lors d'un autre voyage, il y a plus de 25 ans maintenant, quand on était étudiant à la Maison de Tunisie à Paris. Et donc aujourd'hui, on va essayer de présenter un livre qui était très agréable à lire, un recueil de réflexions, d'articles, de commentaires, d'articles d'opinion, de statuts sur les réseaux sociaux aussi parfois, entre la période 2011 et 2015, le désenchantement du jasmin, dont l'auteur est l'éminent Radim Meddepré, très connu, et je crois que la popularité et de Radim Meddepré et de Bakar Grib aujourd'hui justifie la présence et l'auditoire. Un livre structuré en 6 parties, une partie en matière d'économie, un recueil de vos réflexions
qui retrace justement de manière très critique et originale la réflexion, l'évolution des débats post-révolutionnaires en Tunisie, en matière d'économie, en matière de politique, en matière de relations internationales, en matière de fiscalité, en matière de société, et ça finit par une partie en liste de prologue. Rabi Med est un polytechnicien qui est aussi diplômé de l'école de mines de Paris. C'est un économiste qui est passé par... aujourd'hui, il est à la tête du conseil d'administration de la BPA, donc tuniso-coétienne. Je crois que vous étiez, peut-être que vous l'êtes encore, au conseil d'administration de la Banque centrale, non plus maintenant. Vous étiez président du conseil d'administration de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen. Et vous êtes à la tête d'un groupe, Comet, un groupe de bureaux d'expertise et de consulting à portée internationale et à renommée aussi internationale. Donc aujourd'hui aussi, le livre a été confié à Bakar Ali, professeur en économie à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, qui a fait un passage au nord-ouest, remarquable passage au nord-ouest, soldé par 2 mandats à la tête du décanat de la faculté des sciences économiques et de gestion à Jandouba, auteur de 3 ouvrages très intéressants. Le dernier, je ne l'ai pas lu. Et par contre, j'ai entendu beaucoup de commentaires, beaucoup de bien par rapport à votre dernier livre. Donc le premier, c'était Chronique d'un pays qui couvait une révolution, paru en 2012. Le deuxième, pour une refondation de la gauche tunisienne, paru dans les éditions d'Iwen en 2014. Et le troisième, Penser la transition avec Gramsci, paru en 2017, donc l'an dernier. Voilà, donc sans trop tarder, je passe la parole à Bakar. Ensuite, je donnerai la parole à Siradi pour interagir par rapport à ce qui sera dit et la lecture que fera Bakar de votre ouvrage. Et on terminera la soirée par donner la parole à la salle et à l'auditoire et interagir par rapport à cet ouvrage très facile à lire que je vous recommande vivement. C'est en 2 jours, quand vous commencez à le lire, vous revivez les événements de la révolution tunisienne et que vous plongez tout de suite, vous ne pouvez plus vous en défaire et c'est très merci pour ce voyage. Merci. Merci, c'est bien. Quand Sirad m'a appelé pour me demander si je pouvais présenter son livre, j'ai accepté immédiatement, mais je n'avais pas encore vu le livre. Et quand j'ai vu l'épaisseur, je ne dis pas j'ai pas regretté, sincèrement, tant la lecture est intéressante et tant j'ai tiré profit de cette lecture, de cet ouvrage. Comme a dit Samira, c'est pas vraiment un livre présenté par thématique, même si Rabi Med a essayé de séparer les propos économiques des propos politiques, mais finalement, dans l'économie et la politique, et dans la politique, il y a de l'économie. Et moi, j'ai apprécié que ce soit présenté sous forme chronologique parce que ça donne l'effet d'une perspective et on voit l'évolution de l'économie tunisienne de 2011 à aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement une évolution, on voit la régression finalement à travers tous les débats et tous les problèmes que vous avez soulevés dans des articles, dans des interviews et même dans des posts sur Facebook. Donc, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que c'est le livre d'un expert qui connaît très bien le terrain. Et ce n'est pas surprenant pour quelqu'un qui est sur le terrain depuis 35 ans, comme vous l'avez dit, un peu plus. Donc, dans l'industrie, dans le monde des affaires,
Donc c'est le livre d'un expert et c'est le livre de quelqu'un qui est à l'aise dans le monde globalisé dans lequel nous vivons. Donc il est de plein pied dans la modernité. C'est pas quelqu'un de théorique seulement. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un expert qui critique la notion d'expert. Hein, et j'ai trouvé que vous étiez un peu bourdieusien. Donc il nous dit méfiez-vous des experts. Finalement, un expert qui n'a pas une vision économique ne peut pas apporter beaucoup au pays. Donc ce qui m'a plu, c'est qu'en plus de la casquette de l'expert, il y a vraiment un véritable sens politique chez vous qui transcende la simple technicité des propos. Donc vous répétez souvent que les problèmes économiques, ce n'est pas seulement des problèmes techniques ou comptables, c'est des problèmes éminemment politiques, et je suis vraiment d'accord avec vous. J'ai même vu une véritable économie politique de la réforme. Vous avez une méthode de la réforme, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, vous dites qu'il faut nécessairement, pour résoudre les problèmes, il faut nécessairement une vision et un projet de société. Et malheureusement, ce projet et cette vision n'existent pas chez nous souvent, notamment chez la classe politique actuelle. J'ai même trouvé des analyses vraiment de portée sociologique qui m'ont beaucoup plu quand vous parlez de la crise des classes moyennes. J'ai travaillé un peu sur les classes moyennes et j'ai trouvé très intéressant votre approche. Et même l'idée de la superposition des deux fractures, hein, de la fracture sociale à laquelle pourrait se superposer une fracture idéologique. J'ai trouvé cette idée très, très passionnante. Donc vous êtes très politique, mais vous n'êtes pas idéologique. Je vais expliquer. Vous êtes pragmatique et vous reprochez à la gauche et à l'extrême gauche tunisienne de ne pas vouloir entendre parler de l'entreprise privée, et vous reprochez aux libéraux de ne pas vouloir entendre parler d'intervention de l'État. Donc vous êtes pragmatique, vous n'avez pas de position a priori pro-marché ou pro-État, même si le lecteur très attentif à vos propos va remarquer d'abord un positionnement que j'ai appelé un positionnement Banque mondiale. Attendez, c'est pas une critique. Hein. Donc un positionnement Banque mondiale 2008, dans son rapport que vous citez, How to move from privilege to competition. Hein. Et même le rapport de la Banque mondiale sur la Tunisie en 2014, l'état d'esprit c'est ça, c'était lutter contre les rentes, les privilèges de certains acteurs économiques. Et vous l'annoncez clairement, vous dites, la Tunisie a besoin d'un modèle libéral et structurant qui mise sur les PPP et qui lutte contre toute forme de rente ou de privilège. Bon, ça c'est l'aspect Banque mondiale. En gros, c'est un peu l'idée que finalement le système économique tunisien n'est pas si mauvais si on enlève les rentes et les privilèges, hein, en gros. Mais je ne m'arrête pas là, parce que j'ai trouvé un autre positionnement qui est l'affirmation de votre positionnement au centre-gauche. Et vous dites, vous appelez souvent à la justice sociale, à la justice fiscale, et le maître mot de votre livre, en tout cas dans le propos économique, c'est l'inclusion. Et donc, ça c'est le deuxième positionnement. Le troisième, c'est... On a du succès, hein, c'est là. Donc, on va... le troisième position que j'ai apprécié le plus, c'est la fidélité par rapport aux revendications de la Révolution. Donc, dès 2011, vous dites, voilà, il y a des causes des causes profondes de cette révolution, des revendications légitimes, et la classe politique est en train de faire autre chose et d'oublier que le problème c'est le chômage, c'est le déséquilibre régional, etc. Et vous êtes un des premiers à mettre le doigt sur le terrible paradoxe que nous avons vécu, c'est-à-dire qu'il y a eu une révolution à cause de ces questions économiques. Le problème c'est que tout de suite après, ces problèmes se sont approfondis. Ils n'ont pas été résolus. Bon, le dernier credo, c'est que vous pensez qu'il n'y a pas de solution en dehors de l'entreprise privée.
Hein, vous l'affirmez souvent, et c'est votre droit. Donc, puisque vous êtes fidèle à la Révolution, vous croyez, contrairement à beaucoup d'autres acteurs politiques, à la primauté de l'économie. Et j'ai bien aimé que vous rappeliez la boutade d'un démocrate américain qui disait c'est l'économie idiot. Hein. Il s'est adressé donc aux républicains qui ne comprenaient pas pourquoi ils avaient perdu les élections. Il leur a dit c'est l'économie, hein, faites attention à l'économie, c'est important. Vous avez réagi de manière critique par rapport au découpage du temps qui s'est imposé. On nous a dit il y a un temps politique, puis un temps social, puis il y aura le temps économique. On verra. Et vous dites que ça, c'est une mauvaise approche. Le temps est en même temps politique, économique et social. S'il faut le déposer, c'est entre court, moyen et long terme. Et vous dites que la variable temps, c'est la variable essentielle. J'ai aimé aussi ce que j'ai appelé votre parler vrai. Donc, vous avez un discours direct, vous ne caressez pas du tout dans le sens du poil, et vous avez un talent de pédagogue. Et je crois que vous avez été à bonne école parce que j'ai vu que vous avez eu pour maître Malherbeau, Allais, de Bernice, etc. Donc, vous en avez pris de la graisse. Et souvent, vous faites des rappels historiques pertinents, quelle que soit la thématique abordée, que ce soit la Caisse générale de compensation, les banques publiques, le FMI, vous faites toujours un retour sur l'histoire pour dire comment ça a commencé. Et ça, c'est très utile pour le lecteur. Autre qualité, vous avez toujours la formule ou l'image qui frappe l'esprit. Je vais vous en donner quelques-unes. Vous parlez de la Tunisie comme un mollusque, hein, qui penche vers le littoral, alors qu'il faudrait en faire un vertébré, un animal vertébré, pour qu'il y ait un minimum d'équité territoriale. Vous parlez des 5% de croissance de l'ancien modèle de développement, qui est un plafond de verre, et qu'on ne peut pas aller au-delà, ça frappe aussi l'esprit. Vous assimilez l'économie à un paquebot qui est en pleine mer, et si on veut modifier la trajectoire, il faut s'y prendre très prudemment et très progressivement, sinon on risque de faire chavirer le paquebot. Et j'ai beaucoup aimé l'idée, mais ça vous avez aussi un talent de diplomate, hein, l'idée de Tunisie bien publique globale. Donc quand vous vous adressez aux Européens, vous leur dites il faut que ça réussisse parce que ce sera le bénéfice de tout le monde, pas seulement des Tunisiens. Donc en gros, vous êtes parti avec deux handicaps, hein. Vous êtes ingénieur et homme d'affaires, mais vous les avez transcendés, hein, vers la politique et je pourrais même dire l'intellectuel. Donc vous nous parlez de ce qu'il faut faire, et j'ai trouvé cette phrase qui a évoqué tout de suite, c'est moi le document de Carthage 2, le dernier, avec les 63 points. Donc vous avez cette phrase qui dit le redressement ne passe pas par un catalogue de solutions techniques. Il requiert une vision et un projet de société. La réforme n'est pas neutre, elle se met au service d'un projet nécessairement politique, ce que les experts de Carthage 2, justement, n'ont pas vu, malheureusement. Donc, le livre est une véritable boîte à idées, riche en analyses et riche en propositions. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect diagnostic, qui est très intéressant, pourquoi on est et comment on est arrivé à cette situation. Et il y a l'aspect proposition, aussi bien à court terme qu'à long terme. En gros, j'anticipe un peu, l'opération sauvetage de la Tunisie reste très possible, parce que la Tunisie est un petit pays, et ça c'est un avantage. Hein. Donc, deuxième chose, vous dites que les ressources humaines du pays sont de qualité. Et donc on peut miser là-dessus, à condition bien sûr de se mettre au travail. Attendez-vous à vous mettre au travail. Donc je commencerai en gros par comment on est arrivé là, et ça on le voit dès votre avant-propos. Hein. Vous citez les principales causes, l'oubli des causes de la Révolution, l'affaiblissement de l'État, l'horizon raccourci des politiques qui donnent un traitement social des problèmes, social entre guillemets, parce que ce n'est pas la bonne solution,
Et vous nous dites que ces messieurs de la classe politique ont cassé les dernières tirelires du pays. Donc, je commencerai pour ce qui est de l'affaiblissement de l'État. Je vois que dès 2011, vous avez mis le doigt sur les risques majeurs. Les risques majeurs, c'est ce que vous avez appelé les démons séparatistes et la désintégration sociale suite à la défense des intérêts catégoriels. Et je pense que là, tout le monde est d'accord. Hein. On est en plein corporatisme, un corporatisme débridé. Vous avez vu rapidement aussi que, suite à la révolution et à l'affaiblissement de l'État, la corruption se démocratisait et que l'informel explosait. Et vous avez dit qu'il y avait une véritable symphonie populiste sur laquelle tout le monde, finalement, a joué. Et même si on envisage de faire des réformes, on commence à faire des réformes, vous remarquez qu'elles sont tout de suite vidées de leur contenu parce qu'on fait des concessions à celui-là, à l'autre, pour des raisons ou catégorielles ou idéologiques. Et moi, j'ai plusieurs exemples déjà à l'esprit. Or, l'État est tellement faible, et je crois que vous dites ça par rapport à la crise du bassin minier, que l'intérêt particulier de quelques mécontents peut mettre en danger l'intérêt de la nation. Au-delà de la faiblesse de l'État, comment on en est arrivé là? Vous êtes très critique par rapport à tous les gouvernements qui se sont succédés. La période de la Troïka a un traitement spécial parce que là, vous avez dit d'abord qu'ils n'ont pas d'expérience, qu'ils n'ont pas l'expérience de la gestion des affaires publiques et que finalement, ils sont très loin de l'économie. Finalement, ils ne se sont jamais intéressés à l'économie, c'est pas leur sujet de prédilection. Donc, ils se sont amusés à divertir les électeurs par d'autres questions, qui n'est pas vraiment le sujet de la Révolution, et ils ont eu une approche idéologique parfois des problèmes. Et là, ce qui m'a plu, c'est que vous démontez rapidement aussi bien la question d'économie islamique, vous dites qu'il n'y a pas d'économie islamique, il y a une finance islamique, mais c'est une affaire de cosmétique seulement. Et tout ce qui est projet venant du Golfe, etc., vous nous dites, c'est sur l'immobilier, c'est de nature spéculative, donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Vous êtes peut-être un peu trop dur quand vous parlez d'usurpation. Hein. Ces gens-là, usurpation. La Troïka a usurpé donc la Révolution. Mais c'est pas seulement la Troïka qui a péché. Tous les autres gouvernements aussi ont failli à la tâche. Peut-être qu'ils se sont empêtrés dans la politique politicienne, et j'ai vu que, à ce moment, vous dites trêve de politique politicienne. Vous êtes très lucide quand vous dites ça grouille d'ambition dans les arrière-cours des partis. Donc ça, c'est pas très rassurant parce que, en plus, et ça c'est une remarque très, très pertinente, vous dites que la classe politique a une culture économique très faible, malheureusement. Et ça ne nous aide pas à résoudre les problèmes. Aucun parti, selon vous, n'avait un vrai programme économique et social en 2001. Voilà. Et à supposer que les partis avaient des programmes économiques et sociaux, l'élargissement des coalitions politiques fait en sorte que tout ça se noie et que finalement, il n'y a pas de vision. Et il n'y a pas de projet. Donc on a vécu sur les 7 dernières années, je vous cite, la Tunisie a privilégié la consommation à l'investissement, l'endettement à l'épargne, les traitements sociaux aux réformes économiques et plus généralement le laxisme à la rigueur et à l'effort. Donc ceci a fait en sorte que chaque gouvernement a passé les réformes au suivant, comme une patate chaude, et finalement, nous avons joué à la cigale pendant tout ce temps. Donc,
J'ai dit tout à l'heure que vous aviez un sens politique et vous nous avez donné une méthode de la réforme. Parce que finalement, la réforme, c'est un truc éminemment politique. Il s'agit de modifier les règles du jeu, de la production et de la distribution de richesses. Et donc, il y a nécessairement des gagnants et des perdants dans cette affaire. Le problème, c'est que, et là vous visez vraiment juste, le problème, c'est que les perdants potentiels sont là et ils se mobilisent pour bloquer les réformes. Tandis que les gagnants potentiels, ils ne se mobilisent pas. Hein. Peut-être qu'il faut aller les chercher. Hein. Et vous dites que les alliés objectifs aujourd'hui de la réforme en Tunisie, c'est les classes moyennes paupérisées, c'est les chômeurs, c'est les régions de l'intérieur, les entreprises, et peut-être que celui qui veut faire aboutir sa réforme devrait impliquer tout ce beau monde avec lui. Bien sûr, ça implique beaucoup de pédagogie, et vous dites qu'il faut mobiliser les gagnants, mais il faut aussi rassurer et réconforter les perdants. Je ne sais pas si ça va plus calmer. Et vous dites surtout qu'il faut donner du rêve. Donc, en regardant la classe politique actuelle, vous placez peut-être la barre un peu trop haut. Donc voilà. Pour ce qui est maintenant des propositions, un peu rapidement, vous dites dès le début que la révolution est née à cause des problèmes de l'ancien modèle de développement que nous avons, qui est vieux de 40 à 50 années, qui est largement amorti. C'est un modèle donc basé sur la sous-traitance et sur les avantages comparatifs de la Tunisie et la proximité donc, géographique à l'Europe et les bas salaires. Ce modèle ne peut plus faire avancer le pays. Donc il faut nécessairement... Le problème c'est qu'en plus il produit du chômage. Il ne peut pas faire autrement. Étant donné le nombre de primo-demandeurs d'emploi qui viennent sur le marché chaque année, et ces possibilités de créer d'emplois, il y a toujours quelques dizaines de milliers qui restent sur le bord du chemin et qui augmentent le stock de chômeurs en Tunisie. En plus, le modèle ne crée pas d'emplois pour les diplômés, puisque c'est un modèle de sous-traitance, donc bas de gamme. Vous ajoutez aussi que ce modèle, s'il fait de la croissance, il ne fait pas du développement. Pourquoi? Parce qu'il ne bénéficie pas à tout le monde, il est foncièrement inégalitaire, aussi bien territorialement que socialement. Le problème, et ça vous l'avez vu depuis le début, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que le modèle de développement ne marche pas. Hein, de nada à Jabachar. Mais vous dites que la dénonciation permanente et béate ne fait pas avancer. Donc les mots ne sont pas la réalité, il faut un véritable programme pour changer les choses. Donc en gros le modèle que vous appelez de vos voeux, il doit être plus inclusif, il peut faire une place à l'économie sociale et solidaire qui dans d'autres pays peut trouver du travail 10% de la population active, et il doit être porté par une véritable politique industrielle. Et ce que vous remarquez, et ça c'est tragique, vous dites que les grands groupes se dégagent de l'industrie maintenant en Tunisie. Donc ils vont vers le commerce, ils vont vers l'importation, ils préfèrent représenter des anciennes étrangères, et ça m'a rappelé un peu la situation de la Tunisie dans les années 60, et les discours d'Ahmed de Salah qui dit il faut investir dans l'industrie, il ne faut pas rester dans le commerce et dans la spéculation. Et c'est vraiment très grave si après 50 ans on retombe dans ces travers. Donc il y a une véritable régression, et vous dites finalement c'est logique, c'est pas surprenant parce que notre industrie a manqué d'investissement, de transfert technologique et de repositionnement stratégique. Bien sûr, vous dites ce que disent d'autres experts, il faut nécessairement remonter plus haut dans la chaîne des valeurs dans l'industrie. Bon, seulement le problème, la révolution on l'a eu à cause du modèle de développement, mais le problème, vous le dites,
on est passé d'une crise du modèle de développement à une crise des finances publiques, et ça devient autrement plus sérieux. Donc, vous avez des idées pour réformer les finances publiques, et ce qui m'a intéressé dans votre approche, c'est que vous ne vous contentez pas de réformer côté dépenses, de penser à des solutions côté dépenses, vous pensez à des solutions côté recettes, et ces solutions sont vraiment jouables parce que vous dites qu'il y a beaucoup d'argent qui échappe au secteur formel. Et l'idée qui est intéressante, c'est que vous dites que l'inclusion fiscale, finalement, peut, en élargissant l'assiette fiscale, réduire les taux, et ça, finalement, tout le monde y gagnerait. Vous préconisez également de supprimer les régimes forfaitaires, et du côté des dépenses, vous dites qu'il faut une réforme de la Caisse générale de compensation, mais à partir d'une vision globale. La Caisse générale de compensation, vous voyez très bien qu'elle peut toucher d'autres aspects et que la baisse des subventions pourrait, en augmentant les prix des hydrocarbures, augmenter les prix du transport d'électricité et donc augmenter les prix des produits manufacturés. Mais il faut réformer la Caisse générale de compensation parce que finalement, et ça la Banque mondiale l'a dit aussi, elle est socialement régressive, elle profite aux riches beaucoup plus qu'elle ne profite aux pauvres, donc vous préconisez un ciblage de la subvention. Et vous donnez des solutions techniques, les solutions existent. En lisant c'est là qu'on trouve des solutions. Pour les caisses sociales, la réforme est douloureuse, mais elle est inéluctable, donc selon vous. Le problème, c'est qu'on doit réformer les finances publiques au moment où le service public, à vous lire, il est pris en tenaille entre des besoins grandissants et des moyens qui sont de plus en plus limités. Et là, vous nous dites que la solution magique pourrait être le recours au partenariat public-privé. Si les finances publiques ne peuvent plus suivre, ça pourrait être la solution. Il faut en tout cas réformer les finances publiques pour arrêter la spirale de l'endettement qui, selon Siradi, nous a servi et nous a appauvri. Bon, je terminerai par quelques mots sur la question des régions intérieures qui vous tient à cœur parce que vous tenez à l'équité territoriale et vous dites, ça m'a un peu surpris, c'est le libéralisme effréné qui a approfondi les déséquilibres régionaux. Libéralisme effréné. Il penche un peu à gauche parfois, Siradi. Et vous vous élevez contre les fausses bonnes solutions, du type l'infrastructure routière, des transports. Et ça, c'est vrai, il dit que historiquement, quand on améliore l'infrastructure des transports, c'est le mouvement des régions défavorisées vers les régions favorisées qui marche et pas le contraire. Et donc, ça peut accentuer la désertification des régions de l'intérieur, qui a déjà commencé, parce que pour ceux d'entre vous qui ont lu le livre de Mahmoud Bouramda, ce qu'il dit à propos du Sidi Bouzid et d'autres régions est vraiment alarmant. Donc, dans le cadre de cette problématique des régions, vous abordez la question de l'agriculture, et ça c'est très intéressant parce que pour vous, l'agriculture n'a pas seulement une fonction économique et productive, c'est une dimension sociale importante qui est là et une dimension d'aménagement du territoire qui est très importante. Je pourrais intégrer aussi le problème du phosphate dans cette problématique, que vous comparez à la poule aux œufs d'or, et vous craignez qu'elle n'ait la même fin que la pauvre poule aux œufs d'or. Mais finalement, vous dites que même dans les régions, la seule solution, c'est l'entreprise privée. Et là aussi, on se pose la question, comment cette pauvre entreprise privée peut s'aventurer sur un terrain où malheureusement le secteur public paye parfois très bien pour des emplois factices. Et ça peut avoir un effet de repoussoir pour les investisseurs. Donc voilà, pour conclure,
Bon, à l'oral, il y a 560 pages, donc ma synthèse elle est partielle et partielle. Et il pourra rebondir donc, sur ce que je n'ai pas vraiment évoqué. Dès 2012, vous avez évoqué les principaux risques qui menacent la Tunisie. Fuite des élites intellectuelles, clochardisation de l'économie, repli économique et identitaire. J'ai envie de vous poser la question, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Ça, c'est ce que vous avez dit en 2012. En 2014, vous avez affirmé qu'il nous fallait au moins 10 ans de travail acharné pour dépasser le problème. En 2018, combien il nous faudrait d'années de travail acharné? En tout cas, dans ce livre, il y a un véritable programme économique et social pour sortir le pays de la crise. Il y a vraiment une vision, il y a un projet, mais j'allais vous dire sur quelle force sociale et politique vous pouvez vous adosser, ou bien ce programme peut s'adosser pour être mis en œuvre, d'autant plus que le centre-gauche auquel vous appartenez est laminé, il est réduit au fameux 0, que vous avez cité dans un abécédaire. Vous dites aussi que répondre aux revendications de la révolution nécessite un très grand courage politique. Et parce que cette réponse aux revendications doit passer par la lutte contre tous les égoïsmes, les corporatismes et les privilèges. Bon, vous êtes optimiste quand vous dites que la Tunisie s'est sortie de crise dans les années 60 et celle de 86. Elle peut s'en sortir parce qu'elle a des ressources humaines de qualité. Mais est-ce que vous voyez la possibilité d'un projet mobilisateur qui donne du rêve aujourd'hui aux Tunisiens? Je rappelle qu'il y a peu, il y a eu la tragédie de Qarna et les jeunes qui continuent à quitter le pays à tout prix. Bon, voilà, je termine. Vous avez une phrase que j'ai beaucoup aimée. Vous dites: le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix que d'être volontaire. Je vous remercie de votre attention. Merci Bakar pour cette très belle synthèse. Je replonge dans le livre de Siraj, un livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très bien préfacé par une éminente personnalité française qui n'a pas voulu déclarer sa vraie identité, avec un nom d'emprunt, Yacoub Borjel-Sefsi. Et moi j'ai cherché pendant 2 jours, je ne vous cache pas, j'ai cherché pendant 2 jours ce Yacoub Borjel-Sefsi et je ne trouvais rien du tout sur cette personne. Et c'est un livre que j'ai trouvé, c'est une démarche réflexive de l'expert et du responsable que vous êtes, et qui oscillait, ce livre, il oscille entre l'ambition de votre expertise, de vos domaines de compétences, de ce que vous voyez possible en Tunisie après la Révolution, et ça oscille aussi tantôt vers l'humilité à faire le constat, l'humilité aussi à ne pas faire des thèses scientifiques complexes à comprendre. C'est vraiment très intéressant. Je vais vous donner la parole pour réagir à ce que Bakar vient de dire, mais je ne peux pas me retenir de poser une question. Dans vos expertises, dans les rapports, dans les structures et les instances dans lesquelles vous siégez, vous vous adressez aux décideurs, aux politiques, aux bailleurs de fonds. Dans les statuts sur les réseaux sociaux, dans les articles d'opinion, vous vous adressez à bon entendant, à tout bon entendant. Mais dans ce recueil, quel est votre public cible? Pourquoi ce livre? Pourquoi ce recueil à ce moment-là? Pourquoi ce besoin?
Rademil aurait pu avancer sur autre chose, mais pourquoi cette association, enfin cette compilation? Merci. D'abord, je voudrais dire un grand merci à Rajab Eslem qui a fait que cette rencontre soit possible et qu'elle ait lieu dans ce lieu prestigieux, ce lieu historique, baigné d'histoire de la Tunisie et qui a vu passer, et le résumé qu'elle a fait tout à l'heure de l'histoire de ce lieu m'a encore plus édifié. Un lieu en pleine Médina, orienté délibérément vers la modernité, à un moment où tout n'allait pas nécessairement dans ce sens-là. Merci également à vous deux, et merci d'avoir rappelé dès le début qu'on s'était connus à l'occasion d'une discussion de retour d'un voyage à Marseille sur l'inclusion des populations forestières. L'inclusion est le maître mot chez moi. Et je dis que s'il y a un mot qui doit constituer le dénominateur commun de toutes les politiques publiques, c'est bien celui de l'inclusion. Et j'ai eu l'occasion d'expliquer cela en comité restreint à beaucoup de décideurs de ce pays qui se sont relayés ces dernières années. Merci Sibaka pour toute l'attention que vous avez portée à lire ce gros pavé. J'avais la conviction que l'exercice comportait ce risque en faisant cette compilation, et je vais revenir à votre question, que pouvait être lourd, pouvait être répétitif par moments, puisque c'est une pensée qui se déroule et qui se construit, et la chronologie, le choix de la chronologie au-delà de la thématique, part de cette idée, c'est de montrer la construction de la pensée. Ce que j'ai pu écrire en 2011-2012 n'est pas nécessairement ce que j'ai écrit en 2016 et 2017. Et je continue à écrire malgré la compilation, et le dossier de presse qui vous a été remis reprend des articles qui sont sortis après le livre, mais qui, à mon avis, sont en continuité totale avec le livre. Il y a une autre éminente personnalité qui a lu le livre récemment et qui a écrit un papier qui sortira dans une revue française qui s'appelle La Revue. La Revue. C'est quelqu'un que j'ai eu comme maître de conférence quand j'étais sur les bancs de l'école polytechnique. C'est Marc Guillaume. Marc Guillaume qui avait écrit à l'époque déjà avec Jacques Attali leur premier livre, il l'avait écrit en commun. Il fait partie des 29 membres du cercle des économistes français, et il m'a fait l'amitié d'écrire un papier qui sortira sur la revue et dans lequel il parle de ce risque de répétition, mais qui reprend des termes sympathiques également du plaisir que l'on a à lire ce livre, et ça me flatte de votre part et de la sienne. Je voudrais... Pourquoi ce livre? Je vais essayer d'abord de répondre à ces questions. J'ai toujours considéré la manière de faire de la politique en Tunisie comme un anachronisme. En 2013, le pays avait été pendant 6 mois à l'arrêt. 2013, de juillet à décembre 2013, le pays avait été à l'arrêt. La société civile était sortie au bardeau et on avait une ANC, une Assemblée nationale constituante, qui s'éternisait à ne pas terminer la Constitution. Et on avait un gouvernement qui ne voulait pas partir malgré la pression de la rue, et qui ne voulait pas partir sous la pression de la rue. Il y a eu ce qu'on a tous connu, le dialogue national, conduit par les 4 organisations nationales, qui a abouti à la mise en place d'un gouvernement de technocrates. À ce moment-là, il y avait des longues listes qui se traduisaient ensuite en plus courtes listes, en courtes listes de candidats, entre guillemets, à la primature. J'avais appelé ce processus, d'ailleurs, à l'époque, j'avais dit, c'est un concours de beauté
où on n'appelle pas les candidates, les futures Miss, à défiler pour montrer leurs atours. Donc on n'avait demandé à personne de dire quel était son programme, quelle était sa vision, mais c'était en conclave que les politiques classaient, déclassaient, réduisaient, choisissaient, etc. Et ce qui m'avait amusé à l'époque, c'est que je m'étais retrouvé dans ces listes. Et quand les listes se restreignaient, à un certain moment, j'ai regardé plus en détail les listes, ça m'amusait. Et j'étais le plus jeune de cette liste-là, alors que je considérais que j'avais mon avenir économique, politique, j'en ai jamais eu de prétention de ce côté-là, professionnel, largement derrière moi. C'est en cela que je considère que la pratique de la politique en Tunisie est un anachronisme. Donc je m'étais toujours dit, je vais m'intéresser à la chose publique longtemps, j'espère du moins, comme nous tous, comme tous les citoyens, mais je vais être actif jusqu'à un certain âge, et après je vais décrocher, je vais m'occuper d'autre chose. Et c'est en préparation à ce décrochage, et c'est l'image de la photo qu'il y a en première page de ce livre, où je salue pour dire je vous laisse un pavé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce pavé, mais je n'ai pas l'intention, n'ayez crainte, je n'ai pas l'intention de me positionner pour la suite des événements. Voilà pour être très clair. Je suis souvent, et je l'ai dit d'ailleurs dans une interview qui a été publiée par la presse le 20 mars à l'occasion de la fête de l'indépendance. La presse a tenu à interviewer un certain nombre de personnes sur le thème des élites, avec probablement une idée derrière la tête, parce que le journaliste tournait autour du pot et revenait sans cesse pour dire quand est-ce que les élites vont monter au créneau pour prendre une élite et les exemples de Macron, etc., etc. Et j'avais terminé l'interview sur une phrase que je cite de mémoire, mais que vous avez dans les documents qui sont entre vos mains, où je dis « Il est temps que l'anachronisme tunisien cesse. En Europe, l'âge médian est de 41 ans. On voit de plus en plus des chefs de gouvernement, des premiers responsables de l'exécutif arriver au pouvoir autour de l'âge médian, un peu plus jeune ou un peu plus vieux. Et ce n'est pas l'exemple de Macron qui me fait dire cela, mais avant Macron, il y a eu Felipe González, il y a longtemps en Espagne, il y a eu Zapateros, il y a eu bien d'autres en Espagne, il y a eu Tony Blair, il y a eu Gordon Brown, il y a eu plein de gens en France, pas en France, en France c'est récent, mais dans des démocraties anciennes comme la Grande-Bretagne et des démocraties récentes comme l'Espagne, on voit de plus en plus arriver des jeunes, ou du moins des gens dans l'âge médian de leur population, quitter le pouvoir à 50 ans ou à 56 ans. Le plus vieux, c'était 56 ans, c'était Felipe González parce qu'il avait eu 4 mandats, 16 ans, et donc il avait beau être arrivé à 40 ans et quitter le pouvoir à 56 ans. Donc moi je pense que place aux jeunes, il y a beaucoup de compétences chez nos jeunes aujourd'hui. Bien sûr, il faut les alimenter, il faut les accompagner pour que l'énergie, la verve soit alimentée également de l'expérience et de la connaissance et du vécu. Parce que c'est incontournable. C'est incontournable et je l'ai vu et je l'ai vécu sur ces dernières années, sur ces 7, bientôt 8 dernières années. Beaucoup de gens étaient, et continuent aujourd'hui, à être de très bonne volonté, mais leur connaissance de la réalité tunisienne, des problèmes. Et c'est pour ça que je me permettais de temps en temps ces rappels historiques sur des questions thématiques. Parce que alors, vous avez dit beaucoup de choses, je ne reviendrai pas, vous avez fait vraiment un travail remarquable et je vous en remercie d'avoir été au fond du livre malgré sa taille, malgré le peu de temps dont vous disposiez. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que nous partageons ou que je partage dans votre présentation, mais je vais revenir sur ce que je ne partage pas ou que je voudrais nuancer peut-être. Pendant longtemps, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, on continue à penser chez beaucoup de gens que l'État doit être investisseur, l'État doit être producteur, l'État doit être gestionnaire, l'État doit être tout à la fois. Moi, ce que j'essaye de dire dans ma démarche, c'est que l'État n'a plus les moyens. L'État est désargenté aujourd'hui.
on a plongé le pays dans une crise des finances publiques durable. Parce que quand on recrute 150 000 personnes sur 2 ans, on n'a pas plombé le budget de l'année, on a plombé le budget des 30 prochaines années. Et les solutions que l'on présente maintenant, ou que l'on prétend présenter comme des solutions, à savoir favoriser le départ à la retraite, sont de très mauvaises solutions. Et j'aimerais d'ailleurs, vous avez évoqué les fausses bonnes solutions, une expression que j'utilise, j'aimerais revenir tout à l'heure, non pas pour vous faire une présentation à la Prévert, à laquelle il manquera la poésie, nécessairement, mais je voudrais revenir sur un certain nombre d'idées qui circulent aujourd'hui, qui sont présentées comme de bonnes idées, que je considère, et j'expliquerai pourquoi elles sont de fausses bonnes idées. Donc quand je dis que l'État n'est plus capable de faire cela, et ce n'est pas dans sa vocation, et quand il le fait mal, surtout quand il intervient dans des secteurs où le secteur privé a montré sa capacité et sa performance. C'est pour dire qu'il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y en a que 2 autres. Une majeure et une complémentaire. Et elles ne s'excluent pas l'une l'autre, elles se complètent. Celle majeure, c'est l'entreprise privée. Il faut que l'entreprise privée soit au cœur du modèle de développement parce qu'elle seule sera capable de répondre en grande partie aux besoins de création d'emplois de la société tunisienne. À côté de cette entreprise privée, il faut favoriser l'émergence d'une économie sociale et solidaire. Et cette émergence n'est pas encore là. Vous l'avez dit peut-être un peu rapidement tout à l'heure, mais je vais m'appesantir un petit peu là-dessus. L'économie sociale et solidaire existe en Tunisie. Elle est faite de coopératives, de mutuelles, d'associations, de choses de cette nature. Elle existe dans tous les pays du monde, y compris les pays les plus libéraux. Aux États-Unis, on appelle cela the non-profit sector. C'est-à-dire c'est une économie dont le but n'est pas de faire du profit. Le but est de répondre à des besoins souvent sociaux et d'y répondre de manière solidaire entre les bénéficiaires de ces besoins. Je prends toujours un exemple simple, mais l'économie sociale et solidaire est bien plus compliquée que cet exemple simple. L'exemple simple que je prends, je dis, dans les années 60, l'État tunisien, à travers les municipalités, dans les villes les mieux nanties, avait développé les crèches et les jardins d'enfants. C'était des jardins d'enfants municipaux. Petit à petit, l'État n'a plus été en mesure d'assurer la satisfaction des besoins en matière de prise en charge de la petite jeunesse. Il s'est désengagé ou il a limité son intervention. Le secteur privé a commencé à prendre le relais. Il l'a pris là où il y avait des gisements de profit pour lui. Il l'a fait dans les quartiers aisés. Mais maintenant, dans les quartiers périphériques d'une grande ville comme Tunis, Al-Mourouj, Haït-Tadam, etc., l'État est absent, le secteur privé n'est pas toujours présent, et quand il est présent, il n'est pas dans les normes, etc. Il y a des déviances, et on en a connu ces dernières années, malheureusement, c'est une notoriété publique. Il y a une tierce solution, c'est que les populations dans un quartier peuvent se dire et si on se regroupait pour louer une villa, recruter deux enseignantes et leur confier nos enfants pendant que nous allons travailler et nous partager les coûts. Voilà l'exemple type de l'économie sociale et solidaire. Ça répond à un besoin social de manière solidaire et donc ce n'est pas la recherche du profit qui est là, mais c'est la recherche d'une réponse à un besoin social. Eh bien, ça peut partir de cet exemple très simple à des exemples beaucoup plus complexes. Sachez qu'au Japon, la plus grande société d'assurance est une mutuelle, la mutuelle des pêcheurs. Parce que la pêche au Japon, c'est quelque chose de fondamental, la mutuelle des pêcheurs. Et elle est gérée de manière sociale et solidaire, sur une non-profit sector. Dans un pays comme la France, 9% du PIB relève de l'économie sociale et solidaire.
Dans les pays scandinaves, 24% des nouveaux emplois créés chaque année relèvent de l'économie sociale et solidaire. C'est considérable, ce sont des gisements considérables. Chez nous, en Tunisie, l'économie sociale et solidaire existe. Je vais vous citer des exemples. Il y a 43 mutuelles de santé, 43 mutuelles qui, de santé ou d'assurance mutuelle. Les plus connues sont la mutuelle, la mutuelle des assurances de l'enseignement, la MAE, la CTAMA, dans le secteur agricole, et l'Etihad, qui n'est plus une mutuelle d'ailleurs, mais qui est devenue l'AMI de société, c'est-à-dire le monde mutualise. Le monde mutualise et nous démutualisons. On a démutualisé l'Etihad, mais je ne porte aucun jugement là-dessus, mais je constate. Il y a 43 mutuelles, il y a des sociétés de services, il y a des coopératives dans l'agriculture, des coopératives de services, il y a plein d'activités qui relèvent. Mais ce plein d'activités n'est pas traité de manière sérieuse. Il est regardé de manière condescendante. Je prends un exemple simple. Les assurances et les mutuelles d'assurance relèvent d'une même direction générale des assurances au ministère des Finances, relèvent de la même fédération tunisienne des sociétés d'assurance, relèvent du même conseil général des assurances, etc. Eh bien, cherchez à avoir le rapport d'activité d'une mutuelle, vous aurez celui d'il y a 3 ou 4 ans. On est un peu laxiste avec les mutuelles. Bon, c'est des gens pauvres, laissez-les faire, c'est pas grave, etc., etc. Alors qu'il faut les traiter en adultes et ils recèlent des gisements de productivité, de création d'emplois, de création de valeur considérables. L'ensemble du secteur qui peut être qualifié d'économie sociale et solidaire en Tunisie participe à moins de 1% du PIB. Tout à l'heure, j'ai cité le cas de la France, pays libéral quand même, par rapport à les 9%, j'ai cité le cas des pays scandinaves, 24% des emplois nouveaux. Eh bien, chez nous, c'est moins de 1%. Il y a des expériences autour de nous. La France n'avait pas de cadre juridique et réglementaire pour l'économie sociale et solidaire. Le Maroc n'en avait pas non plus. La France s'est dotée d'un tel cadre depuis une quinzaine d'années. Le Maroc s'est doté d'un tel cadre depuis un peu moins. En Tunisie, nous travaillons sur un tel cadre. Il y a un projet de loi. Je voudrais dire, l'économie sociale et solidaire a besoin de respiration. Elle n'a pas besoin d'institutions et ce cadre juridique qui est en train d'être préparé est extrêmement bureaucratique. Donnons-lui le temps de respirer, la possibilité de respirer. C'est de cela qu'elle a besoin, l'économie sociale et solidaire. Donc, ce n'est pas seule l'entreprise privée qui répondra à la solution, mais elle a un rôle majeur à jouer. Cela n'implique pas que l'État n'a pas de rôle majeur à jouer. Je le dis très clairement, à plusieurs endroits dans mon recueil, même pas de livre, dans mon recueil, je le dis à plusieurs endroits, l'État a un rôle fondamental à jouer en matière de définition de stratégie, d'accompagnement, d'orientation, choses qui ne se font plus. Moi, j'avais travaillé en 1995 sur les accords de libre-échange, qu'on a qualifiés d'accords de libre-échange, mais en fait, ils sont un petit peu plus complexes que cela, les accords d'association et de partenariat entre l'Union européenne et la Tunisie. Et ces accords, on avait travaillé pour le compte du gouvernement tunisien à l'époque en 1995 pour identifier, pour faire une étude d'impact prospectif des effets de ces accords sur l'économie tunisienne. Et on avait dégagé 3 conditions pour que les accords puissent être bénéfiques à la Tunisie. 3 conditions qui ont fait pendant longtemps l'ossature de la politique économique tunisienne. Ces 3 conditions, c'était 1. D'abord, le libre-échange ne fait pas le développement en lui-même. On a des exemples historiques, géographiques, où le libre-échange ne contribue pas au développement. Je prends un exemple que vous connaissez tous. La zone CFA en Afrique est une zone avec la France et donc avec l'Europe, aujourd'hui, non pas en zone de libre-échange uniquement, mais elle est en zone douanière
et elle est en zone monétaire. Alors que l'Europe, la construction de l'Europe sur les 60 dernières années, on est arrivé à la monnaie que bien plus tard. On a commencé par le libre-échange et on est arrivé à la monnaie que bien plus tard. Et pourtant, cette communauté monétaire entre la zone CFA et l'Europe n'aboutit pas au développement nécessairement de la zone CFA. Donc le libre-échange en lui-même, à moins d'avoir une approche idéologique, et je refuse toute approche idéologique, le libre-échange ne fait pas le développement. Il faut autre chose. Et on avait dit, à l'époque, pour que ces accords d'association, qui dans leur dimension économique sont des accords de libre-échange industriel, parce qu'ils ont d'autres dimensions politiques, culturelles, etc., géopolitiques et autres, eh bien, il fallait que 3 conditions soient réunies. La première de ces conditions, c'était que si on ne fait rien, on va recevoir un grand coup de poing dans la figure pour toute notre industrie. Or, à l'époque, on avait démontré que l'industrie était faite grosso modo de 3 tiers. Un tiers qui devait disparaître, parce que anti-économique, parce qu'il n'existait qu'à l'ombre de frontières douanières élevées, qui lui donnaient une surprotection que le consommateur et in fine la collectivité payaient au profit de quelques-uns. Je prends un exemple toujours un peu caricatural. On achète le beurre en Europe, en excédent, on achète le fil à couper le beurre, on achète le papier à envelopper, et on se dit on va faire de l'emballage de beurre. Et ben c'est anti-économique. Pire que cela, l'exemple réellement qui aurait été plus significatif, c'était, on s'était lancé dans ces années-là, avant cet accord d'association, dans un certain nombre de projets de montage véhicules, où on achetait des collections de véhicules, on appelait cela des CKD. CKD, c'est completely knocked down, c'est-à-dire le véhicule totalement démonté, quelques milliers de pièces, et on fait des chaînes de montage. Eh bien, à l'époque, je travaillais dans une banque de développement et je travaillais sur ces sujets-là. Et quand on négociait, je me souviens, avec Peugeot, ils voulaient nous vendre la collection CKD d'un véhicule à peu près au même prix que le véhicule monté. Et quand on leur disait, mais c'est pas normal, ils disaient, mais vous vous rendez pas compte. Le véhicule, pour le monter, on a des chaînes de montage robotisées, organisées, etc. Et donc, on reçoit les pièces de nos différents sous-traitants, elles arrivent à un niveau de la chaîne de production. Et les robots les prennent en charge et le véhicule est monté. Ça ne coûte quasiment rien. Maintenant, vous nous demandez, vous, de vous faire des collections séparées, véhicule par véhicule. Et bien, au lieu de les monter, on va prendre des pièces, on va les mettre, et ça va nous coûter même plus cher. Et donc, c'est ce type de projet. Et ces projets-là, on en faisait quand même en Tunisie, parce qu'il y a eu, on se souvient, la STIA, il y a eu Kerouan, il y a eu Boarada, il y a eu Boarada avec Volkswagen, il y a eu Kerouan avec Isuzu et autres, et je peux les citer. Il y avait même un projet Mercedes avec 2000 véhicules. Alors que toute la littérature industrielle disait à l'époque que pour un fabricant automobile, pour qu'il survive aux concentrations qui étaient déjà annoncées, je parle des années 90, fin 80, début 90. Toutes les études disaient qu'il fallait qu'un industriel automobile soit atteigne un seuil minimum de 2 millions de véhicules par an, et nous on faisait des projets de 2000 véhicules par an. Donc c'était anti-économique. Mais simplement, on avait l'impression que le véhicule sortait à un prix acceptable et permettait de gagner de l'argent à l'entreprise qui faisait le montage, pour une raison très simple, c'est qu'il y avait des droits d'entrée à l'importation extrêmement élevés sur les véhicules, et donc cette protection donnait la possibilité de faire des projets rentables financièrement, mais non rentables économiquement. Et c'est peu de gens qui font la différence entre la rentabilité économique et la rentabilité financière. Donc, les 3 conditions, je reviens à 95, les 3 conditions, c'était 1, permettre à la partie du tissu industriel tunisien qui n'est pas totalement capable d'affronter la concurrence de l'ouverture, permettre de se repositionner stratégiquement et de monter en capacité pour être capable d'affronter la concurrence.
croissance. Et on avait appelé cela à l'époque le repositionnement stratégique de l'industrie tunisienne. Le politique avait simplifié, le propre du politique, c'est d'essayer d'être pédagogue, si on veut. Il avait simplifié, on avait appelé cela la mise à niveau. Donc ça, c'était le premier élément de la politique. Deuxième politique qui avait été préconisée par cette étude, c'était on va libéraliser les importations, on va diminuer les droits de douane, donc l'État va avoir moins de recettes, et il risque, ayant moins de recettes, de rétrécir son champ d'intervention. Cela aurait été une très mauvaise approche. Et on avait préconisé la mise en place d'une politique macroéconomique non récessive, parce que celle-là aurait été récessive, par l'élargissement de l'assiette fiscale, chose qui n'a toujours pas été faite jusqu'à présent. Et la troisième politique qui avait été préconisée, c'était qu'on allait sortir plus de devises pour les importations, donc il allait y avoir une pression sur le dinar, et pour que le dinar ne soit pas la variable d'ajustement, ce que nous vivons aujourd'hui, il fallait favoriser considérablement l'entrée des investissements directs étrangers qui ne se traduisent pas en endettement et qui permettent de compenser l'effet ouverture économique et commerciale. Et donc c'est la politique des IDE, tout ce qui en a résulté avec la FIPA, etc., il y a une ouverture de bureaux à l'international, etc. Donc je disais, moi, pendant longtemps, heureusement que, malgré toutes les limites, que la Tunisie a signé cet accord d'association, parce que pendant 15 ans, c'est cet accord qui a fait la politique économique de la Tunisie. Parce qu'on n'en avait pas de politique économique, quasiment. On a utilisé cet accord pour faire de la mise à niveau au niveau industriel, pour faire de l'attractivité, de l'attraction d'investissements directs étrangers, etc. Voilà. Vous m'avez certainement interpellé sur bien d'autres choses. Je vais commenter sur l'aspect ludique peut-être à la lecture du document, etc. J'ai eu, par hasard, je me suis retrouvé un jour de retour de Paris sur Tunis, assis sur la même rangée, et l'un à côté de l'autre, avec un éminent professeur, pour lequel j'ai beaucoup de respect, Cyria Benachou. Et on a passé 2 heures à parler d'économie. Et à la fin du voyage, il m'a dit, Ravi, tu sais, moi j'ai été pendant longtemps directeur d'une revue de la faculté de droit et de sciences économiques. Et dans cette revue, il y avait 2 parties. Il y avait la partie droit et la partie sciences économiques. Évidemment, je comprenais parfaitement et je maîtrisais la partie droit. La partie sciences économiques, je ne cherchais même pas à comprendre parce qu'il n'y avait que des équations avec des dérivés partiels, avec des choses comme ça. C'était impossible à comprendre. Comment tu as pu m'expliquer l'économie si simplement pendant ce voyage? Eh bien, moi, je considère que l'économie, c'est le quotidien de tout le monde. Et ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et il faut parler aux gens le langage qu'ils comprennent. Et c'est la seule manière de communiquer et d'aider à l'appropriation des politiques. Parce que l'appropriation est quelque chose de fondamental. Alors, je voudrais peut-être dire quelques mots des fausses bonnes solutions qui nous sont présentées quotidiennement. Aujourd'hui, mais depuis 2011, pas uniquement aujourd'hui, tous les gouvernements qui se sont succédés cherchent une seule variable, la croissance, le taux de croissance. Et quand ça frétille un peu, parce qu'il y a eu une bonne récolte agricole, parce qu'il y a eu un peu de tourisme, etc., en nombre, pas nécessairement en qualité, quand ça frétille un peu, tout le monde est content. Moi, je dis, faites attention. Parce que avant 2011, on a fait du 4, 4,5%. Aujourd'hui, on fait du 2, 2,5%. Et le plafond de verre dont je parlais à 5 avant, que les économistes appellent le taux de croissance potentiel, la limite potentielle de la croissance. Eh bien, je discutais avec des planificateurs récemment et il y a eu un brainstorming sur la question
Et il en est ressorti que, avant 2010, le potentiel de croissance était à 4,5%. Aujourd'hui, il est à 2,5%. C'est-à-dire sans modification des règles du jeu, sans réforme, pour parler plus simplement, on n'ira pas au-delà de 2,5%. On pourra un jour faire du 3 parce qu'il y a eu une super conjonction d'éléments favorables, mais ce n'est pas structurel, c'est tout à fait conjoncturel. Et ce sont des analyses qui relèvent de l'analyse du stock d'investissement, du stock de capital fixe qui existe, de la productivité des facteurs, etc. Bon, les économistes comprennent parfaitement tout cela, c'est pas la peine de compliquer les choses, mais si nous ne faisons rien, nous n'irons pas au-delà de 2,5. Peut-être qu'on fera 2,75, 3, peut-être, mais on ne le fera pas de manière continue. 1. 2. La croissance d'avant 2011, dont on rêve aujourd'hui, n'a pas permis d'éviter la déflagration de 2011. Parce que je le dis souvent, la croissance n'a pas abouti au développement. Et je le dis en arabe, ça fera plus. Lam yufdi an-numu ila tanmiya. C'est quoi la différence entre croissance et développement? Et c'est là la fausse bonne idée qui circule, la croissance. Notre salut passe par la croissance. Non. Oui, la croissance est nécessaire. Ne nous trompons pas, je ne suis pas en train de dire ne faisons pas de croissance. Elle est nécessaire, mais pour aboutir à du développement, elle a besoin d'inclusion, elle a besoin d'institutions. Et nos institutions étaient faibles et certaines se sont affaiblies encore, ont été mises en cause et se sont affaiblies depuis. On a besoin donc d'inclusion, d'institutions et de bonne gouvernance. Voilà les 3 ingrédients par lesquels il faut compléter la croissance pour qu'elle se transforme en développement. Une deuxième idée largement partagée. La croissance ne viendra que de l'investissement. Eh bien, je m'inscris en faux. Oui, l'investissement permettra de faire de la croissance. Mais nous avons des gisements de croissance considérables aujourd'hui, dont personne ne parle, qui relèvent de la gouvernance. Et je vais prendre quelques exemples. Le premier exemple que je prends régulièrement, vous savez que l'hôpital public en Tunisie travaille entre 8h du matin et 13h. Il est équipé d'installations souvent coûteuses, de scanners, d'IRM, de choses compliquées, etc., mais qui ne travaillent que de 8h à 13h. L'hôpital public en France, pour prendre un exemple qui nous est proche culturellement et géographiquement, travaille avec 5 équipes. 5 équipes. 5 équipes, il y en a 3 d'abord pour assurer les 3 fois 8. Et 2 autres, parce que la maladie ne connaît ni samedi, ni dimanche, ni jour férié, ni de fête. J'ai eu dans ma famille un exemple, quelqu'un qui a été évacué en urgence de Tunis sur Paris, qui est arrivé à Paris un samedi après-midi à 17h. Pour une dissection de l'aorte. Et mon ami Khaldoun est là pour en témoigner. Il était au cœur de tout ça. Eh bien, à 5h de l'après-midi, un samedi, les équipes étaient mobilisées pour une opération à cœur ouvert, en circulation extra... je ne sais pas comment on appelle cela exactement. Voilà. Et donc, à 5h de l'après-midi, un samedi, ça a commencé, ça s'est terminé à 11h du soir. Nous avons des gisements de productivité considérables dans nos entreprises, dans nos installations, dans nos institutions, que nous refusons d'attaquer pour ne pas froisser des corporatismes et des lobbies. Pourquoi nous travaillons en séance unique dans l'hôpital public? Parce que dans les années 60, nous n'avions pas les équipes pour faire tourner un hôpital à 2, 3, 5 équipes. Aujourd'hui, nous avons des chômeurs médecins, nous avons des infirmiers chômeurs, mais nous avons aussi des infirmiers et des médecins qui travaillent à l'hôpital le matin, en public, qui travaillent en APC, je crois que ça s'appelle comme ça, l'après-midi, ou qui travaillent dans le privé, etc. Nous avons des aides-soignants, des infirmiers, des anesthésistes qui font du privé, même si c'est interdit par la loi, etc. Et on s'en accommode de ces trucs. Et on veut construire de nouveaux hôpitaux. Pendant que nous avons la capacité, nous n'avons plus les moyens de construire de nouveaux hôpitaux. Donc, oui,
pour l'investissement. Mais ayons en tête ensemble que le taux d'investissement en Tunisie, ce qu'on appelle dans le jargon des économistes, le taux de formation brute de capital fixe, qui était de l'ordre de 24% du PIB avant 2011. Et on ambitionnait de rejoindre des pays comme l'Asie du Sud-Est, où ils sont à 38% du PIB. Eh bien, ce taux est passé de 24% à moins de 20% aujourd'hui. Il a régressé. Il a régressé du tiers dans les entreprises publiques pour sa composante privée, Plus grave encore, avec quoi on finance l'investissement? On finance l'investissement avec l'épargne nationale et avec l'endettement extérieur. C'est la somme des deux qui permet d'aboutir à l'investissement. Eh bien, l'épargne nationale, on était en taux d'épargne à 21% du PIB en 2011. Aujourd'hui, on est à 11% du PIB. 11%, c'est dramatique. Donc, de quoi on parle quand on parle d'investissement? Quand je lis le plan national 2016-2020, où on parle de 120 milliards de dinars d'investissement, et on trouve énormément d'infrastructures, je pose toujours naïvement, faussement naïvement, la même question. Quelle est la rentabilité économique et sociale? Je ne parle pas de rentabilité financière de ces infrastructures. Une troisième fausse bonne idée. Le développement régional, le désenclavement des régions intérieures viendra de l'infrastructure. Vous l'avez dit tout à l'heure à ma place. Quand on construit, toute la théorie économique montre, et toute l'expérience montre, que quand on construit une infrastructure de transport entre une région riche et une région pauvre, c'est la région pauvre qui va vers la région riche, et non pas la région riche qui va vers la région pauvre. Je prends un exemple simple. Quand on a construit le métro entre Tunis et Haït Tavam, ce n'est pas les gens de Tunis qui sont allés se promener à Haït Tavam, c'est les gens de Haït Tavam qui sont venus travailler à Tunis, et c'est légitime. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas construire des infrastructures? Non, on doit construire des infrastructures. Mais nos infrastructures, au lieu que notre autoroute soit en cul-de-sac sur Gasserine, la fameuse Ecozo, soit en cul-de-sac sur Gasserine, il faut qu'elle interconnecte les territoires entre la Tunisie et l'Algérie, qu'elle continue à Tbessa et qu'elle interconnecte la Tunisie à son environnement proche. Parce que les 3 millions de touristes algériens que nous ambitionnons, eh bien, il y en aura 5 avec des infrastructures autoroutières. Et puis, si ça donne des idées au secteur privé d'aller installer des supermarchés ou des hypermarchés, même à Gasserine, etc., je suis sûr que beaucoup de nos confrères et nos amis algériens n'auront plus besoin de monter jusqu'à Carrefour de Tunis ou Géant à Tunis pour faire leurs emplettes. Ils pourraient faire leurs emplettes là-bas, passer 1 ou 2 nuits à Gasserine, et ça pourrait créer une dynamique économique au-delà de la dynamique nationale, mais c'est l'interconnexion des infrastructures, et ce qui est valable pour les autoroutes est valable pour l'interconnexion électrique. Elle existe, l'interconnexion électrique avec l'Algérie, mais elle est fragile. Parce que sans interconnexion, il suffit, nous avons des unités en Tunisie, des centrales électriques qui font 400 MW à peu près en moyenne de taille, avec une taille globale de 4000 MW, donc une centrale c'est 10%. S'il y a une centrale qui est à l'arrêt pour entretien ou pour panne, tout peut tomber comme un château de cartes, surtout que nous entrons sur la période d'été où la pointe de consommation d'électricité c'est entre 14h et 16h. Ce n'est pas le moment où les industriels produisent, mais c'est le moment où la classe moyenne fait la sieste. Donc l'investissement, les infrastructures, oui, pour les infrastructures, mais à condition de leur donner plus de profondeur économique et d'interconnexion avec la région. Alors, une autre fausse bonne idée, et là je suis sur le domaine politique, le consensus. Le consensus est une fausse bonne idée politique parce qu'elle donne l'illusion qu'on va tous se mettre d'accord. Or, moi je prétends qu'en matière économique et sociale, on ne peut pas se mettre d'accord tous. Il est important d'écouter les uns et les autres. Il est important de susciter le dialogue sur des bases honnêtes, c'est-à-dire de partager l'information avec tous les opérateurs, avec toutes les parties prenantes, pardon, pas les opérateurs, les parties prenantes, partis politiques, syndicats, associations, etc., société civile, organisations nationales en règle générale, partager l'information en toute transparence
estimer le pour et le contre, les différents possibles pour se sortir d'une situation déterminée, mais à la fin de la journée, il faut que le politique tranche, et je le dis quelque part, en reprenant une formule célèbre, le propre d'un gouvernement est de gouverner. Gouverner, c'est choisir, aussi pénible que soient ses choix à un moment ou à un autre. On me parle souvent de réforme de la fiscalité. Je dis la fiscalité, c'est simple. C'est un arbitrage entre la fiscalité du capital et la fiscalité du travail. Comment peut-on se mettre d'accord avec un gouvernement d'union nationale comme celui que nous avons aujourd'hui en prétendant mettre d'accord l'UTICA et l'UGTT sur la fiscalité, sur la réforme de la fiscalité? Ou alors on pervertit la réforme de la fiscalité, comme on le fait maintenant, en réformette technique, où on change la virgule d'ici à là, on donne 2 mois de délai ici, etc. Mais fondamentalement, non. L'un des axes majeurs de la réforme de la fiscalité, pour moi, une action, qui n'est pas énorme, mais qui est une action, mais qui est énormément portée et en rendement, je suis sûr. C'est si on devait envoyer à chaque Tunisien et à chaque Tunisienne, vers le mois de janvier ou février, un avis d'imposition, pour lui dire, accompagné d'une lettre du ministre en charge des Finances, ou de la fiscalité, en général c'est le ministre des Finances, qui lui dit, vos impôts vont permettre à l'État de faire tel projet, de construire tel hôpital, telle autoroute, tel, etc. Ils vont servir à cela. Votre avis d'imposition, on a commencé par le remplir parce qu'on sait certaines choses de vous. L'administration sait beaucoup de choses de beaucoup de gens. Vous êtes salarié, vous êtes un fonctionnaire, on sait que vous avez reçu des salaires, donc on le reporte sur votre... etc. Mais on ne sait pas ce que vous avez fait par ailleurs, vos activités par ailleurs, on vous demande de compléter. Ça c'est pour les fonctionnaires ou pour les salariés, mais pour les non-fonctionnaires et les non-salariés, on ne sait pas beaucoup, mais on sait en fait, parce qu'on a ce qu'on appelle la retenue à la source en Tunisie, qui est un fil à la patte à toutes les transactions normalement. On vous demande de compléter cela et de remettre votre déclaration fiscale avant telle date. Eh bien moi je prétends que faire cela amènera beaucoup de gens à se poser la question. Parce que moi, autour de moi, je discute avec les gens et ils me disent « Mais moi, je suis salarié. Mes impôts ont déjà été retenus, donc je suis redevable de rien. » Non. Les impôts retenus n'exonèrent pas de la déclaration fiscale. Et si on le fait, on va me dire « Oui, mais il y a l'informel. » Je vais vous raconter une anecdote que m'avait raconté un ancien directeur général des impôts, Serbil Kamoun, qui avait été directeur général des impôts dans les années 80. Vous voyez que l'histoire peut servir à quelque chose. Et qui m'avait, à l'occasion d'une discussion sérieuse, avait édicté un principe de droit fiscal qui est que la fiscalisation d'un acte n'entraîne pas sa légalisation. Et j'avais dit, je ne comprends pas. J'avais dit, c'est simple. En France, la prostitution est interdite. Le proxénétisme est interdit. Mais l'État a fiscalisé les proxénètes. Il les a redressés. Ils ont payé, mais ils ont intenté un procès à l'État en disant « il nous prend l'argent sur une activité, donc il la reconnaît. Donc elle est légale. » Eh bien, c'est passé par plusieurs échelons et in fine, ça a été décidé au niveau de la Cour de cassation, toutes chambres réunies, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun recours légal possible, qui a édicté ce principe de droit fiscal, la fiscalisation d'un acte n'entraîne pas sa légalisation. Eh bien, ce que l'État français a fait en son temps avec les proxénètes et la prostitution, nous pourrions le faire avec nos contrebandiers, etc. Et ça serait justice. Et c'est là où le bas blesserait le plus. Et d'ailleurs, dans une discussion un jour à très haut niveau dans ce pays, un de mes amis a rappelé aux plus hautes autorités, et leur a dit « Mais vous savez ce qui a fait tomber Al Capone? C'est la fiscalité. C'est pas autre chose. Donc,
il y a cet instrument. L'État dispose d'un certain nombre d'instruments, dans toute démocratie d'ailleurs, l'État dispose d'un certain nombre d'instruments qu'on appelle les instruments de la violence légale. De la violence légale, ce sont la police, la justice, la fiscalité, etc. etc. Quand elles sont mises, quand ces violences légales sont mises au service de la collectivité, elles sont légales et elles sont légitimes. Alors le consensus, je disais que c'était un mauvais choix parce que les partis peuvent avoir chacun sa vision, les organisations nationales peuvent avoir chacune sa vision. Mais quand on réunit tout le monde, plus on élargit le numérateur, plus le dénominateur se réduit en peau de chagrin. Il ne reste rien à la fin. La seule chose sur laquelle on est d'accord, c'est de ne rien faire. Et c'est exactement ce qu'on constate aujourd'hui. Alors, je ne veux pas polémiquer, mais j'avais noté dans les fausses bonnes idées, bon, je vais passer, mais par contre, je vais parler d'un sujet de fausses bonnes idées. Parmi les ressources rares et limitées en Tunisie, mais où nous avons fait un travail remarquable sur les 60 dernières années, c'est l'eau. C'est-à-dire en matière de mobilisation de l'eau, on est à peu près à 98% de mobilisation des eaux mobilisables. Aujourd'hui, quand je regarde comment est gérée l'eau par le gouvernement, l'eau est gérée au sein d'un ministère qui s'appelle le ministère de l'Agriculture, des ressources halieutiques ou de la pêche, je crois que ça s'appelle pêche plutôt, la pêche et des ressources hydrauliques. Et des ressources hydrauliques. Deux constats. Premier constat, qui consomme l'eau en Tunisie? 83% de l'eau en Tunisie est consommée par le ministère de l'Agriculture, par l'agriculture, 83%, qui produit 12% de la richesse nationale du PIB, à peu près, 83%. Les gens disent le tourisme, oh, c'est dramatique, ils prennent 3 douches par jour, il y a des piscines, il y a du gazon, etc. Le tourisme, c'est 1,5% de consommation d'eau. Ouais. L'industrie, c'est 7%, et l'eau potable, c'est à peu près 5%, quelque chose comme ça. 5%, il n'en a pas d'eau. Sfax n'a pas d'eau. Hammamet, j'étais à Hammamet il y a 2 étés, à 10h du matin, je voulais prendre une douche, il n'y avait pas d'eau à l'hôtel, l'hôtel international, etc. Ah oui, mais il y a des coupures d'eau sur. Voilà. Alors, ce qui me gêne, moi, là-dedans, c'est que l'eau, la gestion de l'eau, soit confiée au ministère qui en consomme le plus. C'est au plus gros consommateur. C'est-à-dire, il commence par consommer et il laisse le reste, il distribue le reste. Bon. Même si ce n'est pas le cas, même si on va me dire, il sur l'agriculture, il y a des coupures d'eau, etc., mais ce ne sont pas les solutions. Et je reviendrai sur les solutions, parce que je ne fais pas que critiquer, je voudrais toujours donner des solutions. Et deuxièmement, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'on parle de ressources en eau. Ça y est, les ressources, on a fait le plein. Et le peu de ressources qui restent, les 2%, sont très chers à mobiliser. Aujourd'hui, la vraie gestion de l'eau, c'est la gestion de la demande et non pas la gestion de l'offre. Pendant longtemps, on a géré l'offre, on a construit des barrages, on a multiplié, etc. Maintenant, il faut gérer la demande. Et la meilleure manière de gérer la demande, l'agriculture qui consomme 83%, et bien si on transformait 500 000 hectares en irrigué, en goutte à goutte. Moi, je viens d'une région où on est obligé, le Gabon, où on est obligé d'arroser, d'irriguer en plein mois d'août pour préparer la saison agrumicole de novembre, décembre, etc. Or, les méthodes d'irrigation sont obsolètes. Certes, 90% de l'eau est absorbée là où on n'en a pas besoin ou évaporée avant d'arriver à la plante. 90%. Si on généralisait l'irrigation du goutte à goutte, eh bien, le plus grand gisement d'eau en Tunisie, c'est l'économie d'eau à travers le goutte à goutte. Mais évidemment, ce n'est pas un projet national, ce n'est pas un projet où ce n'est pas un barrage où il y a de grands appels d'offres, ce n'est pas un barrage où on va inaugurer, couper un ruban avec la télévision. C'est totalement dispersé sur l'ensemble du pays. Donc voilà, c'est compliqué. J'aurais voulu aussi, avec les fausses bonnes réformes ou les fausses bonnes idées,
parler des éléphants blancs et des mauvais projets, les éléphants blancs. Les éléphants blancs, j'en parle parce que tout à l'heure j'avais dit que les pays, c'était, on était à 24% de formation brute par rapport de capital fixe par rapport au PIB, et qu'on ambitionnait de monter à 38%. Le Maroc est monté à 32-33% de formation brute en capital fixe. Et les responsables des organisations internationales, Banque mondiale, que je fréquente, Fonds monétaire aussi, je fréquente, d'autres institutions aussi, s'arrachent les cheveux. Ils disent, ils ont augmenté considérablement l'investissement, mais la croissance n'est pas là. Pourquoi? Chacun fait ce qu'il veut dans son pays. Mais les choix qui ont été faits peuvent interpeller. Il y a des choix très judicieux, et nous le connaissons tous, que ce soit Tangemed ou autres, des choix industriels également, mais sans critiquer personne. Mettre un TGV au Maroc, c'est beaucoup d'argent. Un TGV, c'est 10 milliards d'euros. La rentabilité, il faut voir. Voilà, donc c'est des investissements très lourds. Donc l'investissement n'aboutit pas nécessairement à la croissance. Il faut savoir faire le choix des projets pour une rentabilité économique et sociale raisonnable, à des délais raisonnables également. Parce qu'effectivement, quand on construit le canal de Suez, il est là pour 300 ans, pour plus que cela. Alors, les projets. D'abord, je relève un certain nombre d'annonces sans lendemain. Je me souviens, en janvier 2016, quand il y a eu les mouvements à Gasoline, etc., je me souviens d'un Premier ministre, un chef de gouvernement, pardon, qui s'était adressé à l'Assemblée des représentants du peuple pour dire « Nous avons décidé que tous les porteurs de projets diplômés de l'enseignement supérieur seront financés sans garantie. » Il n'y a rien eu depuis. Il ne pouvait pas y avoir quoi que ce soit. Je suis un peu banquier, un tout petit peu. Je préside le conseil d'une banque. Et bien je m'étais dit, l'État peut avoir cette politique, mais il faut qu'il se donne les moyens. Il ne peut pas demander à des banquiers de faire la politique à sa place. Parce que ça s'appelle faire de la politique. Il peut avoir, c'est légitime qu'un État fasse de la politique et des politiques publiques, et pas uniquement pour ce type de choses. Moi je le dis pour d'autres choses, dans le transport par exemple. Aujourd'hui la SNCFT, les sociétés nationales de transport, les sociétés régionales de transport croulent sous l'endettement et elles sont incapables de leur faire face à leurs dépenses de fonctionnement. Que dire de l'investissement? Eh bien c'est parce qu'elles supportent le coût de politiques publiques qui sont légitimes par ailleurs, mais que l'État devrait prendre en charge et non pas laisser à la charge des entreprises. Je prends un exemple. Quand l'État décide de subventionner, et c'est légitime, le transport étudiant ou scolaire, c'est légitime, mais en aucun cas, ça ne doit être supporté par la SNT ou par les sociétés régionales ou quoi que ce soit. Quand l'État veut construire une nouvelle voie ferrée, oui, c'est dans le rôle de l'État. La SNCF est incapable de le faire, parce qu'elle est incapable de payer ses fournisseurs dans des délais raisonnables déjà. Voilà, les annonces sans lendemain, donc il y a une annonce plus récente, qui à mon avis est encore sans lendemain et qui restera à mon avis longtemps sans lendemain. C'est le projet de développement du Sahara. On nous a annoncé il y a 3 mois, à peu près 3-4 mois, qu'on allait faire 30 000 hectares de développement du Sahara, etc. Faire des régimes Martoub, l'équivalent d'un régime Martoub, mais à une échelle considérable. Moi, je pose une question simple. Le régime Martoub, c'est du palmier dattier. Le palmier dattier est la spéculation agricole qui consomme le plus d'eau. 20 000 à 30 000 mètres cubes, 20 000 à 30 000 mètres cubes d'eau par hectare et par an. 20 000 à 30 000 mètres cubes par an et par hectare. C'est la spéculation. D'ailleurs, les agronomes, je parle sur l'autorité de mon ami Siroma ici présent, disent le palmier dattier
est un arbre qui a les pieds dans l'eau et la tête qui crame au soleil. Donc la tête crame, et pour qu'elle ne brûle pas totalement, eh ben, il pompe de l'eau, il pompe de l'eau, il pompe de l'eau. Avec quelle eau nous allons faire ces 30 000 hectares? Peut-être avec l'eau fossile non reproductible du Plio quaternaire dont nous avons hérité depuis des millions d'années, que d'autres pays sont en train de taper dedans, Nahr el-Khaled, etc., etc. Oui. Oui, mais pour ces projets, nous avons besoin du financement des grands bailleurs de fonds multilatéraux. Qui, première chose qu'ils demandent, vous avez fait une étude d'impact sur l'environnement, sur les populations, sur etc. Voilà. Donc, je pourrais continuer longtemps, je préfère ne pas continuer et avoir un peu de dialogue avec la salle.